À partir de 1917 et pendant 4 longues années, les habitants de la ville de Tulle, en France, vont se retrouver bombardés de lettres. Les lettres arriveront chez eux, mais aussi partout en ville. Ces lettres viennent divulguer les secrets de tous les villageois, mais les premiers visés sont les employés de la préfecture. Pour tout savoir sur cette folle histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui pourrait paraître plus légère, mais pourtant il va y avoir 2 morts au final. Donc voilà, écoutez-la bien, je la trouve vraiment folle. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours très plaisir et puis ça soutient vraiment la chaîne, alors allez-y. L'histoire que je vais vous raconter se situe à Tulle, c'est une ville française, donc dans le sud-ouest de la France, et elle fait partie du département de Corrèze. À l'époque, la ville comptait 1300 habitants seulement, donc c'est vraiment une petite ville. Nous sommes donc en 1917. La Première Guerre mondiale n'est pas encore finie, mais c'est cette année-là que la toute première lettre va apparaître. La toute première lettre va être destinée à Angèle Laval. Angèle, c'est une employée à la comptabilité de la préfecture de Corrèze. En fait, elle est arrivée là-bas, elle était un petit peu pistonnée parce que son frère faisait déjà partie de ce service. Angèle, c'est une personne tout ce qu'il y a de plus normal, il n'y avait vraiment aucune raison que quelqu'un lui en veuille ou s'en prenne à elle. Angèle, elle a 31 ans, elle n'est toujours pas mariée, et en 1917, les femmes qui ont un âge avancé, 31 ans pour moi c'est pas un âge très avancé, mais bon, eh bien elles sont considérées comme des vieilles filles. Angèle, c'était une vieille fille, et elle avait une vie totalement banale, totalement normale. Comme je le disais, son frère travaillait à la préfecture de Corrèze lui aussi et il était chef de bureau. Un matin, Angèle va recevoir une lettre mystérieuse et anonyme écrite en caractères imprimés pour qu'on ne puisse pas reconnaître l'écriture. La lettre dit « Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi. Il dit que votre père est un mouchard et il vous calomnie chez sa maîtresse. » Monsieur Moury, donc Jean-Baptiste Moury, c'est le chef de service d'Angèle. C'est un homme avec qui elle a eu peu de contacts dans sa vie et voilà, il n'y a rien de très fou entre eux, elle ne le connaît pas plus que ça et il n'y a jamais eu de problème avec lui. Alors à ce moment-là, Angèle ne va en parler à personne, personne ne va être au courant qu'Angèle a reçu une mystérieuse lettre, mais un matin, Monsieur Moury va recevoir sa propre lettre anonyme. « N'épousez pas Mademoiselle Laval, qui a des vues sur vous. C'est une sirène, une charmeuse, qui vous rendra malheureux. » Donc Mademoiselle Laval, c'est Angèle Laval. À ce moment-là, Jean-Baptiste Moury va être d'autant plus choqué parce que, comme je le disais, il connaissait très peu Angèle. Au début, il y aura un malaise au sein du service où les deux travaillent, et puis un jour, Jean-Baptiste Moury va décider d'aller parler à Angèle. Il va leur dire toute la vérité à Angèle et il va même lui lire la lettre mystérieuse. Angèle se défendra en disant qu'elle aussi avait reçu une lettre, elle va lui lire le contenu de sa lettre et les deux vont essayer de trouver un accord, et donc Jean-Baptiste Moury va proposer à Angèle de ne pas en parler, de garder ça pour eux, que ça ne s'ébruite pas, et voilà, comme ça c'est comme si rien ne s'était passé. À ce moment-là, Jean-Baptiste Moury, il est quand même pas très à l'aise parce que la lettre qu'avait reçue Angèle disait vrai, Jean-Baptiste avait bel et bien une maîtresse qui s'appelle Geneviève. À l'époque, et encore maintenant en fait, c'était vraiment mal vu d'avoir une maîtresse, il fallait pas tromper sa femme, et donc voilà, Jean-Baptiste avait très peur que la nouvelle circule. En plus de ça, Jean-Baptiste Moury avait un secret. En fait, Geneviève, donc sa maîtresse, avait eu un enfant, une fille dont il était le père, mais il n'avait pas voulu reconnaître l'enfant. Donc voilà, Jean-Baptiste Moury, lui, il va se faire tout petit, il ne veut surtout pas qu'on parle de lui, il veut surtout pas que ses secrets soient révélés. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, Angèle Laval va recevoir une nouvelle lettre. La lettre accuse M. Moury d'être un mauvais Français, parce qu'il aurait été pistonné pour ne pas partir à la guerre, donc pendant la Première Guerre mondiale, et donc on lui reproche de ne pas avoir voulu servir son pays. À ce moment-là, Angèle, elle va aller voir Monsieur Moury pour lui parler
de la lettre. Jean-Baptiste Moury est vraiment pas bien, il comprend pas pourquoi on s'en prend à lui, donc il va prendre la lettre des mains d'Angèle et il va simplement la brûler et il va faire promettre à Angèle de ne rien dire. Angèle Laval va à peu près tenir sa parole, mais elle va quand même en informer sa maman et son frère, donc qui est chef de bureau à la préfecture et qui lui connaît aussi Monsieur Moury. Mais bon, elle va quand même faire promettre à sa mère et à son frère de ne rien dire à leur tour. Bon, sinon du côté de Jean-Baptiste Moury, il va commencer à faire sa petite enquête pour savoir qui est l'auteur de toutes ces lettres. Une première idée va lui venir en tête. Pour lui, c'est Madame Méran, une autre employée de la préfecture, qui est l'auteur de ces lettres. Pourquoi? Parce que cette Madame Méran habite tout près de chez Geneviève, donc sa maîtresse, et il se dit que c'est possible qu'elle ait vu en fait Jean-Baptiste aller chez Geneviève et que justement maintenant elle veuille le faire chanter. Donc Jean-Baptiste va aller voir cette Madame Méran, il va lui crier dessus, il va l'accuser, et puis Madame Méran, elle va se mettre à pleurer, elle va lui dire qu'elle n'a rien à voir là-dedans, qu'elle ne comprend pas les accusations, et Jean-Baptiste va la croire, et donc elle ne sera plus une suspecte pour Jean-Baptiste. Pendant un moment, les lettres semblent s'arrêter. Ni Jean-Baptiste ni Angèle n'en recevront. Cette fois-ci, elles vont sembler viser un couple qui habite à Tulle mais qui a été séparé par la guerre. La première lettre, c'est le mari qui va la recevoir, donc le mari qui est parti servir son pays. La lettre dit « Ta femme fait risette avec ses amants pendant que tu te bats ». Ensuite, ce sera au tour de son épouse de recevoir une lettre qui dira « Ton mari passe ses permissions dans les bordels de la capitale ». Au final, ça ne va pas s'arrêter là. Plusieurs personnes qui habitent à Tulle vont recevoir des lettres qui dévoilent des secrets sur leurs conjoints ou même sur des membres de leur famille ou des amis. C'est important de savoir que la plupart des lettres prennent pour cible les personnes qui travaillent à la préfecture de Corrèze ou bien leur famille. Et puis soudain, plus personne ne va recevoir de lettres pendant des mois. Et puis ça va revenir en août 1919, donc après la Première Guerre mondiale. Donc là, ça fait tout de même 2 ans que la première lettre a été envoyée. Bon, il faut savoir qu'entre-temps, Jean-Baptiste Moury est monté en grade, il est devenu chef de division. Aussi, il a rompu avec son ancienne maîtresse Geneviève et il s'est mis avec une nouvelle maîtresse qui s'appelle Marie-Antoinette et qui a seulement 27 ans. À un moment, Jean-Baptiste Moury va même penser à épouser sa nouvelle maîtresse. Mais là, fin août de l'année 1919, la sœur de Jean-Baptiste Moury va recevoir une lettre qui accuse Jean-Baptiste de vouloir épouser une femme si jeune et la lettre va même énormément dégrader Marie-Antoinette. On va quand même un petit peu la traiter de tous les noms. Et voilà, donc la sœur va recevoir cette lettre qui est quand même assez violente. D'ailleurs, la lettre finira par dire que la personne ne comprend pas comment un homme aussi distingué que Monsieur Moury puisse tomber si bas. Mais cette lettre va être très importante parce que la personne qui va l'écrire va se trahir. En fait, la lettre commence par « Je suis assez surprise ». Et donc, surprise, on apprend que la personne qui écrit ces lettres est sans doute une femme. Malheureusement, la sœur de Jean-Baptiste va très vite se retrouver harcelée par l'auteur de ces lettres. Plus tard, elle va recevoir 4 lettres de plus en l'espace de très peu de jours, toutes qui dénigraient son frère et sa maîtresse. Et puis d'un coup, il va y avoir une nouvelle série de lettres ayant un regard tout à fait différent. En fait, Jean-Baptiste Moury lui-même va commencer à recevoir une série de lettres disant que c'est vraiment une personne formidable, on l'encourage à être heureux dans sa vie et même à déclarer son amour à sa maîtresse, qu'il est temps pour lui d'être heureux. D'ailleurs, quelques jours plus tard, la maman de Jean-Baptiste Moury va recevoir une lettre qui lui demande de dire à son fils d'épouser la femme qu'il aime. Par la suite, le préfet de la préfecture de Corrèze va recevoir une lettre qui lui est adressée donc et qui lui dit que Jean-Baptiste Moury, son chef de division, est en train de pourrir la réputation d'une jeune fille. La lettre va alors demander au préfet de dire à Jean-Baptiste Moury d'épouser cette jeune fille dans les plus brefs délais. Donc le préfet va effectivement convoquer Jean-Baptiste Moury et va lui demander d'épouser sa maîtresse le plus vite possible parce qu'il en a marre de cette histoire de lettres, il veut que ça cesse et il lui dit voilà, si tu as envie de l'épouser, épouse-la, qu'on en finisse avec tout ça, point barre. À ce moment-là, le préfet il pense que les lettres sont juste issu d'une rivalité entre les femmes qui travaillent à la préfecture et qui seraient comme toutes amoureuses de Jean-Baptiste Moury. Malheureusement, la cadence des lettres va s'accélérer dans les jours et les semaines qui viendront et très vite, la préfecture va se retrouver bombardée de lettres.
Maintenant, le sujet des lettres est différent et elles vont toutes avoir pour but de dire du mal d'Angèle Laval. Elle devient vraiment la nouvelle cible et dans toutes les lettres, on l'accuse de vouloir empêcher le mariage entre Jean-Baptiste Maury et sa maîtresse Marie-Antoinette. Les lettres vont même demander aux autres employés de la préfecture de pousser Jean-Baptiste à se marier et ensuite à porter plainte contre Angèle Laval. Suite à tout ça, le 1er décembre 1919, Angèle Laval va démissionner de la préfecture de Corrèze. Elle dit que l'atmosphère à la préfecture est devenue irrespirable et qu'elle ne pouvait juste plus supporter tout ça. Un mois et demi après le départ d'Angèle, donc le 16 janvier 1920, Jean-Baptiste Maury et tous les autres collègues d'Angèle de la préfecture vont décider de porter plainte contre X parce qu'ils n'en peuvent plus de toutes ces lettres et ils veulent quand même qu'il y ait une vraie enquête qui soit faite. Donc là, ça fait quand même 3 ans que la première lettre a été envoyée et rappelez-vous, la première lettre avait eu comme destinataire Angèle Laval. Malheureusement, le juge qui était en charge de l'enquête n'avait pas assez d'éléments pour imaginer un ou une coupable. En plus, les changements d'opinion soudains de la personne qui écrivait ces lettres vont faire se poser beaucoup de questions aux juges, mais aussi aux habitants de la ville de Tulle. Bon, voilà, le juge va vraiment trouver aucune preuve et très rapidement, l'affaire va être classée. Il faut savoir que pendant tout ce temps, il n'y avait plus eu de lettres. Pendant tout le moment où le juge cherchait des preuves, etc., la personne anonyme qui les envoyait avait arrêté et dès que l'affaire a été classée, les lettres ont recommencé. Et là, les lettres vont de nouveau demander à Jean-Baptiste Maury d'épouser Marie-Antoinette. Mais là, Jean-Baptiste Maury, il essaye de réfléchir, il se dit c'est quand même bizarre. À mon avis, c'est sans doute Marie-Antoinette qui est à l'origine de tout ça, parce que toutes les lettres tournent autour de moi, toutes les lettres tournent autour du fait que je dois épouser Marie-Antoinette, donc sans doute que c'est elle la coupable. Il va aller en parler à Marie-Antoinette, ils vont énormément se disputer, Marie-Antoinette va être choquée de ces accusations et ils vont se séparer. Un peu plus tard, Jean-Baptiste Maury va se rendre au Café du Commerce avec quelques amis à lui qui vont tous essayer de lui remettre un petit peu les idées en place. Ils vont lui dire tu ne peux pas te séparer de Marie-Antoinette, surtout pour des histoires de lettres comme ça, c'est exactement ce que la personne qui envoie les lettres veut, ne lui donne pas raison et reste avec Marie-Antoinette, il faut que tu te battes pour elle. Donc, c'est ce qu'a fait Monsieur Maury, Jean-Baptiste Maury, il s'est remis avec Marie-Antoinette. D'ailleurs, ils vont annoncer leur fiançailles le 26 février 1920. En même temps, Jean-Baptiste Maury en a marre des lettres, il veut être inatteignable et donc, de son plein gré, il va révéler tous ses secrets. Il va expliquer qu'avant, il sortait avec Geneviève, donc c'était sa maîtresse, et il va même reconnaître sa fille. Comme ça, il n'a plus de secrets, plus personne ne peut lui faire du mal et il pense qu'il va être tranquille. Le mariage va être annoncé pour le 18 mars 1920 et suite à cette nouvelle, la personne mystérieuse qui écrit les lettres va envoyer une lettre à la préfecture. La lettre est adressée au préfet et elle dit que c'est la dernière lettre qu'elle envoie, qu'elle a réussi ce qu'elle voulait faire et que sa vengeance est assouvie. Mais là, 4 jours après le mariage de Jean-Baptiste Maury et Marie-Antoinette, de nouvelles lettres vont arriver à la préfecture. C'est le préfet de nouveau qui va les recevoir et il va recevoir vraiment plein de lettres. Et toutes ces lettres sont signées et elles sont signées par les différents membres qui travaillent à la préfecture et dans chaque lettre, chacun des membres dit qu'en fait c'est lui qui a écrit les lettres depuis le début, en fait chacun se dénonce. Donc le préfet va essayer de voir toutes ces personnes les unes après les autres et toutes ces personnes vont être extrêmement choquées parce qu'ils n'ont jamais écrit ces lettres. Mais à partir de là ça va être encore plus le chaos parce que tout le monde va commencer à soupçonner tout le monde au sein de la préfecture. Mais ça ne s'arrête toujours pas là, les familles et les amis des personnes travaillant à la préfecture vont commencer eux aussi à recevoir des lettres. Donc là, la police va se rendre compte que ces lettres prennent quand même une grande ampleur et ils vont mettre des policiers pour surveiller les boîtes postales et aussi les boîtes aux lettres des gens. Mais là, la personne à l'origine des lettres va vite comprendre ce qui se passe et va changer de stratégie. À la place d'aller poster les lettres, elle va directement les glisser sous la porte de leur destinataire. Et là, la personne qui écrit les lettres va commencer à signer les lettres et elle se fera appeler l'œil du tigre. Suite à toutes ces lettres, tout le monde va être au courant des secrets de tout le monde et ça va créer une énorme crise dans la ville de Tulle.
Ce qui n'arrange rien, c'est que chaque lettre va devenir de plus en plus vulgaire et va traiter les gens de plus en plus mal. Un sujet qui va vraiment être très récurrent dans les lettres, c'est tous les actes sexuels des habitants de la ville de Tulle. Vraiment, la personne se concentre vraiment que sur ça. Au début, on en parlait un peu et vraiment, à la fin de l'année 1920, ce n'était plus que ça. Et vraiment, chaque lettre devient de plus en plus malsaine, de plus en plus détaillée. Enfin voilà, c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà, le corbeau n'oublie toujours pas son sujet préféré qui est de parler de Monsieur Moury et de maintenant sa nouvelle épouse. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que jamais la personne à l'origine des lettres va dire du mal sur Marie-Antoinette. Les lettres diront que Marie-Antoinette est une femme géniale, pleine de connaissances, avec un grand cœur. Donc, ça devient un peu bizarre parce que c'est vraiment la seule personne qui n'est pas dénigrée dans les lettres. D'ailleurs, une personne qui sera très dénigrée dans quasiment toutes les lettres, c'est toujours Angèle Laval. On la dénigre parce que la personne qui écrit les lettres pense qu'Angèle veut casser le couple entre Monsieur Moury et Marie-Antoinette. Et là, les semaines vont passer et bientôt les lettres vont être déposées sur les bancs de l'église juste avant la messe du dimanche matin. Il va même y avoir une affiche sur la porte du théâtre de Tulle qui cite le nom de 14 personnes et à côté le nom de leur maîtresse. Bon là ça va quand même faire plus de 3 ans que les lettres circulent et les habitants de Tulle vont quand même commencer à se faire une idée sur qui pourrait être à l'origine de ces lettres. C'est vrai que on peut se demander à qui profitent ces lettres et qui n'a jamais été vraiment insulté dans ces lettres, eh bien c'est Marie-Antoinette. Tout le monde va être persuadé que c'est bien Marie-Antoinette qui est l'auteur de ces lettres. D'ailleurs, c'est grâce à ces lettres qu'elle a pu épouser Jean-Baptiste Moury, donc voilà, on est sûr et certain que c'est elle, même le préfet de la préfecture de Corrèze va être sûr que c'est elle. En fait, à ce moment-là, Marie-Antoinette et Jean-Baptiste Moury venaient d'avoir un enfant et Marie-Antoinette, dans les rues, quand elle promène son enfant avec sa poussette, elle va se rendre compte que les gens changent de trottoir ou la regardent mal ou parlent sur elle en la regardant. Enfin, elle va bien se rendre compte que quelque chose ne va pas. En même temps, Jean Laval, qui est donc le frère de Angèle Laval, qui lui travaille à la préfecture, va commencer à faire le tour de ses employés pour demander si eux aussi pensent bien que c'est Marie-Antoinette qui est l'auteur des lettres. Tout le monde va dire bah oui, on pense que c'est elle. Et donc, Jean Laval va proposer à ses employés d'aller avec lui porter plainte contre Marie-Antoinette. En même temps, Jean Laval va faire un petit scandale en disant que c'est dégueulasse, que c'est à cause de toutes ces lettres que sa sœur Angèle Laval a dû quitter le bureau où elle travaillait. Maintenant, elle est sans travail. Et donc, voilà, c'est vraiment très important pour lui qu'on aille porter plainte contre Marie-Antoinette. C'est donc le 2 juin 1921 que la plainte va être déposée. C'est le juge François Richard qui va être tenu de mener l'enquête et très vite, lui aussi va être persuadé que la personne qui écrit toutes ces lettres est bien Marie-Antoinette. Et puis aussi, une grande partie des habitants ont été voir le juge pour témoigner contre Marie-Antoinette. Par contre, un des employés de la préfecture va aller voir le juge pour dire qu'il trouve pas ce raisonnement très logique et que pour lui, la personne qui écrit ces lettres n'est pas Marie-Antoinette. Cette personne va dire que ce n'est pas logique parce que si c'était réellement Marie-Antoinette qui écrivait ces lettres, les lettres auraient cessé après son mariage avec Jean-Baptiste Moury, or ce n'était pas le cas. Mais le juge va renchérir en disant que si les lettres ont continué même après le mariage, c'était sans doute parce que Marie-Antoinette avait perdu la tête. Du côté de Jean-Baptiste Moury, lui, il a totalement confiance en son épouse. D'ailleurs, dans le passé, il s'était déjà disputé parce qu'il pensait que c'était justement elle qui écrivait les lettres. Elle s'était défendue et puis il connaît son épouse, il vit avec elle au quotidien. Enfin, il le verrait si c'était elle qui écrivait toutes ces lettres. Donc, il est sûr que Marie-Antoinette n'a rien à voir là-dedans. Par contre, les deux vont commencer à avoir une théorie sur qui pourrait être la personne qui écrit toutes ces lettres. Le couple va aller voir le juge et va leur dire que selon eux, la personne à l'origine de ces lettres est Angèle Laval. En fait, Jean-Baptiste Moury va expliquer que selon lui, Angèle Laval est jalouse de son couple, que dans le passé, elle lui avait fait des avances qu'il avait refusées et donc qu'Angèle aurait voulu se venger. En tout cas, c'est sa théorie. Il dit aussi que c'est bizarre parce que c'est elle justement qui avait reçu la première lettre et c'est son frère Jean Laval qui travaillait à la préfecture qui avait poussé
tout le monde à aller porter plainte contre Marie-Antoinette. Le juge ne croira pas directement cette histoire, mais Marie-Antoinette ne va pas se laisser faire et va expliquer que le 18 janvier dernier, au moment où le préfet avait reçu plein de lettres, vous vous rappelez quand les lettres accusaient plein de personnes du bureau, comme quoi ces personnes diraient non en fait c'est moi qui écris ces lettres, ou non c'est moi qui écris ces lettres. Voilà, à ce moment-là, quand le préfet avait été un peu envahi, eh bien Marie-Antoinette venait d'accoucher ou elle était en train d'accoucher. Donc elle explique, j'aurais pas eu le temps d'écrire tout ça alors que je venais de mettre au monde mon enfant, c'est juste pas possible. Et c'est vrai que sur ça, le juge va commencer à croire Marie-Antoinette. Le juge va alors se dire que c'est vrai, écrire toutes ces lettres, ça demande beaucoup de travail et c'est quelqu'un qui a beaucoup de temps dans sa vie qui pourrait les écrire. Et là, le juge réalise que Angèle Laval, eh bien, elle vit seule, elle n'a pas d'enfant et elle n'a plus de travail. Donc elle a absolument tout le temps du monde et donc ça pourrait très bien être elle qui écrit toutes ces lettres. Le 24 novembre 1921, donc après que le juge ait porté son dévolu sur Angèle Laval, la maman d'Angèle va recevoir une lettre anonyme. La lettre dit « L'œil du tigre, c'est moi, Marguerite Gilbert ». Angèle va alors prendre la lettre et va aller la porter au juge. Alors, vous devez vous demander qui est Marguerite Gilbert. En fait, c'est l'épouse du greffier de la préfecture qui s'appelle Auguste Gilbert. Mais là, ça va être très très grave parce que Auguste Gilbert va devenir complètement fou face à ces fausses accusations contre sa femme. Mais quand je dis complètement fou, vraiment, il va devenir... il va avoir comme une maladie mentale qui va émerger et il va devoir se faire mettre en hôpital psychiatrique. Vraiment, il est fou de colère, il pourrait se faire du mal à lui-même. Donc c'est le 6 décembre 1921 que Auguste Gilbert va rentrer à l'hôpital psychiatrique de Tulle. Mais 15 jours plus tard, le 24 décembre 1921, il va faire une très grosse crise de démence et il va en mourir. Suite à ça, l'affaire des lettres de Tulle va devenir une affaire nationale qui va être extrêmement médiatisée. Les journalistes vont s'en donner à cœur joie et vont décrire Tulle comme une ville respirant la tristesse et ils vont même commencer à mener leur propre enquête. Très vite, les journaux vont commencer à citer le nom de Angèle Laval comme étant la coupable et le juge, il va être assez influençable et donc directement pour lui, il ne va plus se poser de questions. Si les médias disent que c'est Angèle Laval, eh bien c'est que c'est Angèle Laval. Suite à ça, quelques témoins vont aller voir le juge et vont lui expliquer qu'ils ont entendu Angèle Laval il y a quelques années dire qu'elle se vengerait de Jean-Baptiste Maury pour avoir repoussé ses avances. Donc là, Angèle devient le suspect numéro 1. Le truc, c'est qu'on n'a aucune preuve matérielle contre elle. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde est devenu fou et l'enquête va prendre une tournure assez spéciale. En fait, le juge Richard, il aimait bien croire à toutes les choses un peu spirituelles comme ça et un journaliste va lui proposer d'aller voir un voyant. Et le juge va accepter, donc lui et le journaliste vont se rendre chez un voyant et vont lui poser des questions par rapport à Angèle Laval ou même par rapport aux lettres en général. Le truc c'est que le journaliste va faire un compte-rendu de tout ce qui s'est passé pendant la séance, mais c'est très grave parce que le juge n'a pas le droit de faire ça, donc il va être destitué. Mais juste avant qu'il soit destitué, le juge Richard va prendre une dernière décision. En fait, il va demander une expertise qu'on compare l'écriture d'Angèle Laval et de Marie-Antoinette avec l'écriture des lettres. Donc elles vont être soumises à une dictée. Par contre, les résultats vont mettre un petit peu de temps à tomber et là, la presse va faire une chose complètement folle. En fait, ils vont se dire, oui, de toute manière, on sait très bien que les résultats seront en défaveur d'Angèle Laval, donc on n'a pas besoin d'attendre des résultats, on va directement les mettre dans le journal. Donc, partout dans les journaux, ils diront que les résultats sont tombés et que la coupable est bel et bien Angèle Laval. Mais tout ça n'est fondé sur rien. Mais au moment où Angèle Laval et sa famille vont lire le journal, ils vont se sentir perdus. Pour eux, ça va être une énorme crise et même que la maman d'Angèle va dire qu'elle voudrait mourir. Le lendemain, Angèle et sa maman vont se rendre dans un étang qui est situé à 12 km de Tulle et vont s'attacher les jambes et les mains pour se suicider ensemble. D'abord, ça va être la maman d'Angèle qui va se jeter à l'eau et elle mourra noyée. Ensuite, Angèle va attendre un petit moment et puis à son tour, elle va se jeter à l'eau pour se suicider. Le truc, c'est qu'elle ne va pas se jeter assez loin et elle va tomber dans un endroit où elle avait encore pied.
donc elle ne va pas mourir, et même qu'un passant en fait va la secourir, et le passant disait qu'à ce moment-là, Angèle pleurait et elle disait qu'elle voulait rejoindre sa mère, qu'elle voulait mourir. Donc Angèle va survivre, mais malheureusement pour sa maman, ce sera trop tard et elle va mourir. Donc ce sera la deuxième mort causée par les lettres de Tulle. Le 20 mars 1921, Angèle Laval va être arrêtée et inculpée pour injure et diffamation publique. Alors là, on a seulement 2 petites preuves qui vont contre Angèle. Donc 2 preuves matérielles. La première, c'est une lettre qui dit que le prénom de la personne qui a écrit ces lettres anonymes est le prénom d'un ange. Ange, Angèle. La deuxième preuve, c'est encore une fois une lettre, et dans cette lettre, l'œil du tigre dit qu'elle est devenue complètement folle et qu'en fait tout ça partait d'une très grosse jalousie envers Marie-Antoinette. Angèle va alors passer devant le juge, mais elle va refuser d'avouer. Elle va aussi passer devant un aliéniste. Donc un aliéniste, disons que c'est le psychiatre de l'époque. Et cet aliéniste dira qu'Angèle est une femme hypomaniaque qui rentrait dans un état second pendant qu'elle écrivait ses lettres. Le juge a voulu savoir si ça voulait dire qu'elle était responsable de ses actes, et l'aliéniste va dire que oui, elle est responsable, mais que la responsabilité est atténuée. Mais bon, le juge ne va entendre que ce qu'il veut, il va entendre que oui, Angèle est bel et bien responsable, et donc c'est ça qui va rester. Finalement, Angèle va être envoyée à l'asile d'aliénés de Limoges, où elle va tenter de se suicider. Mais là-bas, encore une fois, Angèle refusera d'avouer les faits. Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore eu de vrai procès, il y a juste eu des discussions entre le juge, entre l'aliéniste, pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire d'Angèle en attendant le procès. Le procès va avoir lieu le 4 décembre 1923. En arrivant au procès, en fait, Angèle va être vêtue de noir complètement, et c'est là qu'on va l'appeler le corbeau. En fait, les journalistes ont eu l'idée de l'appeler le corbeau parce qu'elle est habillée en noir, tout comme un corbeau. Et ça a été la première fois qu'on va utiliser le terme corbeau pour parler de quelqu'un qui harcèle via des lettres, et plus tard on appellera aussi corbeau des gens qui harcèlent via des coups de téléphone. Donc voilà, ça a été la première à porter ce nom. Pendant le procès, l'expert va enfin pouvoir confirmer que les lettres avaient bel et bien été écrites par la main d'Angèle, donc la dictée avait porté ses fruits, et on a pu comparer les 2 écritures qui se ressemblaient vraiment beaucoup. Mais Angèle plaidera quand même l'absence de preuves pendant son procès. Finalement, le 20 décembre 1923, Angèle sera déclarée coupable et elle devra verser 200 francs à chaque personne à qui elle a envoyé des lettres. En plus de ça, elle devra faire 1 mois de prison, et à l'annoncer de ce verdict, Angèle piquera une énorme crise. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je l'ai trouvée vraiment intéressante, et je sais toujours pas dire si c'est bel et bien Angèle Laval qui a écrit toutes ces lettres. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui pointent contre elle, et c'est possible qu'elle soit devenue complètement folle en fait à force d'écrire toutes ces lettres, et c'est vrai, comme disait l'aliéniste, c'est possible qu'elle était dans un état second, qu'elle avait un vrai problème mental, une vraie maladie mentale. C'est possible. J'attends aussi vos commentaires, peut-être que vous aurez des théories intéressantes. Et puis voilà, j'espère quand même que l'histoire vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!